Électrochoc, le podcast des électrons libres. OFB, le shérif de la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons nous penché sur l'Office français de la biodiversité, cet organisme public qui fait beaucoup parler de lui. Oui, Max, un organisme créé en 2020 qui a fusionné l'Agence pour la biodiversité et l'Office de la chasse. Sur le papier, ses missions sont très larges. Expertise scientifique, gestion d'espaces naturels, communication et, bien sûr, police de l'environnement. C'est justement là que le bât blesse. Cette mission de police semble avoir pris le pas sur tout le reste. On parle de plus de 3000 agents, dont 1700 inspecteurs de l'environnement. Une véritable armée. Une armée, mais avec des moyens qui ne suivent pas toujours. Un rapport sénatorial a d'ailleurs souligné qu'avec moins de 15 agents par département en moyenne, l'OFB a du mal à remplir sa mission d'accompagnement des acteurs locaux. Et quand les moyens sont limités, on fait des choix. Le choix de l'OFB, c'est clairement la répression. Le rapport d'activité de l'Office est assez éloquent. Il revendique plus de 130 000 contrôles et des milliers de procédures pénales. Ce qui est frappant, c'est que cette orientation vers le tout répressif était crainte dès la création de l'OFB. Des voix, au Sénat notamment, s'inquiétaient déjà de ce choix d'une posture de gendarme plutôt que de conseiller. On voit aujourd'hui qu'elles avaient raison. Absolument. Et ce sentiment est très fort sur le terrain, notamment dans le monde agricole. Les agriculteurs se sentent ciblés, contrôlés de manière tatillonne par des agents qui, et ce n'est pas un détail, sont armés. Parlons-en de cette arme. Le directeur général de l'OFB lui-même dit qu'elle est indissociable de l'exercice de la police de l'environnement. C'est une affirmation très forte. Très forte et surtout très discutable. Historiquement, les agents de l'Office de la chasse étaient armés pour lutter contre le braconnage, souvent la nuit, ça se comprenait. Mais aujourd'hui, les patrouilles de nuit de l'OFB ont quasiment disparu. C'est un paradoxe total. Le Sénat a même relevé avec une pointe d'ironie que les activités illégales, comme le braconnage, ont lieu principalement les week-ends et jours fériés, pile au moment où les agents de l'OFB ne sont pas sur le terrain. Donc, on a l'impression que le contrôle de l'agriculteur en plein jour a remplacé la traque du braconnier la nuit. Pour justifier le port d'armes, la direction invoque la mémoire des agents en service. Il y a même une stèle qui leur rend hommage. Oui, mais quand on creuse un peu, cet argument ne tient pas. Depuis la création de l'OFB, il n'y a eu qu'un seul agent mort en service, et c'était par électrocution. Le directeur général a même reconnu que ces inspecteurs n'ont jamais eu à sortir leur arme devant un agriculteur. Alors, la question est simple. Pourquoi maintenir cette arme si elle ne sert jamais, si ce n'est pour sa fonction symbolique, pour impressionner, voire pour culpabiliser ? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, la posture de certains agents. On ne peut plus ignorer la dérive militante au sein de l'OFB. Les sénateurs eux-mêmes parlent d'une approche militante parfois zélée, voire disproportionnée. On a tous en tête cet agent de l'OFB qui a comparé les agriculteurs à des dealers. Ou encore cette responsable du syndicat majoritaire qui se demande si on demanderait à la police de négocier avec les délinquants, sous-entendant que les agriculteurs sont des délinquants de nature. C'est inacceptable. On a des agents investis de pouvoirs de police judiciaire qui tiennent publiquement un discours idéologique sur le modèle économique qu'ils sont censés contrôler. Le même syndicat appelle à un changement systémique et affirme faire sienne la lutte paysanne. De quelle lutte parle-t-on ? On voit bien le glissement. L'agriculteur conventionnel devient l'ennemi public numéro 1, celui qui empoisonne, pour reprendre les termes de cette même syndicaliste. C'est une vision caricaturale et dangereuse. Et cette dérive est validée au plus haut niveau. L'OFB a une mission de mobilisation de la société. Derrière ce nom un peu flou, on trouve des campagnes de communication massives et même le financement d'associations connues pour leurs positions très radicales et leurs études anxiogènes sur les pesticides. Le point d'orgue, c'est la nomination récente d'une directrice générale déléguée qui est une militante écologiste très connue, opposée aux méga-bassines et issue d'un mouvement qui prône, entre autres, le refus de la croissance. Ce n'est plus une maladresse, c'est une orientation politique assumée. On se retrouve avec un organisme public qui est à la fois expert, financeur, communicant et gendarme. Ce mélange des genres est problématique. Il brouille les pistes, fragilise l'action publique et ne fait qu'alimenter les conflits sur le terrain. Exactement. La protection de la biodiversité est un enjeu crucial, personne ne le nie. Mais elle mérite beaucoup mieux qu'une instrumentalisation par des militants et une politique uniquement répressive contre ceux qui nous nourrissent. Il faut revenir à l'essentiel.
la protection de la biodiversité. Et cesser de culpabiliser par principe tout un secteur professionnel au nom d'une idéologie qui ignore les réalités du monde agricole. Attiser la colère et tromper l'opinion, ça ne fera jamais avancer la cause. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.